Alors maintenant, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'était ça. Il y avait la perception. D'accord? Moi, je reprends 2 ou 3 slides de ce qu'on a vu la dernière fois pour avancer correctement. Ce que je disais, pour vous fixer les idées, quand vous faites une recherche, faites-la, s'il vous plaît, en nous donnant des mots qui vous intéressent. Là, par exemple, j'ai la motivation, mais je dois m'intéresser à la perception. C'est quoi la perception? Je peux mettre, par exemple, perception plus comportement du consommateur. J'aurai des documents où il va y avoir perception et comportement du consommateur. Si je rajoute plus, un plus, signe plus marketing, j'aurai des documents où il va y avoir le marketing. Voilà, c'est comme ça qu'on recherche. Et je vous ai dit que je vais essayer de vous envoyer le document, il faut que je le trouve tout simplement, et je vous l'envoie à vos délégués qui vont certainement vous l'acheminer. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un petit peu plus vite, parce qu'il faut que je termine toute la séance d'ici la fin, si vous voulez, de ce cours. Alors, la dernière fois, nous avons dit que les facteurs qui influencent le comportement culturel, sociaux, personnel, situationnel. Nous avons discuté ces 4 éléments-là. Et nous sommes restés aux facteurs psychologiques. Ce sont les plus importants. Les plus importants. Et je ne cesserai de vous le dire, si vous n'arrivez pas à avoir un esprit marketing, vous n'allez pas à comprendre, si vous voulez, ces facteurs psychologiques. Essayez d'être à la place du producteur et à la place du distributeur, du vendeur et à la place du consommateur. Et parfois même le client. C'est comme ça que vous allez comprendre, en quelque sorte, si vous voulez, ces éléments psychologiques. Et dans les éléments psychologiques, nous avons un élément de taille qui est la motivation. Et cette motivation, elle est très importante à comprendre. Et nous allons la comprendre en fonction, si vous voulez, d'éléments intéressants. Il y a la motivation, il y a la perception, l'apprentissage, la mémoire et les attitudes. Tous ces éléments, si vous voulez, ces 6 éléments, rentrent dans les facteurs psychologiques de l'individu. Et toute entreprise ou tout marketeur, il doit les connaître parfaitement pour véhiculer sa marque, sa communication, publicité, etc., ses produits, ses services, et même parfois, si vous voulez, tout ce qui est en quelque sorte beaucoup plus important que la concurrence. Alors, nous allons essayer de je dirais, les expliquer avec quelques exemples, donc, pour comprendre en quelque sorte la décision d'achat. Vous connaissez, et nous allons certainement, vous l'avez fait en marketing de base, mais nous allons essayer de nous intéresser sur ce processus d'achat, quel qu'il soit. Donc, pour n'importe quel produit ou service, vous avez probablement, enfin, dans la plus grande partie des achats, les 5 étapes que vous connaissez. Après, si vous voulez, avant, pardon, d'acheter ou de détenir un produit. Donc, vous avez la reconnaissance du problème, la recherche des informations, l'évaluation des options, c'est-à-dire les alternatives, j'achète pas, si j'achète de tel endroit, etc. Vous décidez de l'acte d'achat et ensuite, vous évaluez l'après-achat. Ce sont, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la prise de décision d'achat. À chaque niveau, si vous voulez, je dirais, de cette décision d'achat, les motivations, les perceptions, l'apprentissage, la mémoire et les attitudes sont omniprésents. Donc, ça veut dire, vous prenez n'importe quel type d'achat, il y a, au niveau des facteurs psychologiques, dans votre décision, la prise en compte, si vous voulez, de ces éléments-là. Alors, le premier élément, c'est la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation? C'est tout simplement ce qui vous pousse
à développer un comportement d'achat. Une motivation, elle peut être positive ou elle peut être négative. Mais là, on est en train de parler des motivations positives. Ça veut dire les motivations qui vous poussent à agir, qui vous poussent à une action. C'est une expression, si vous voulez, qui normalement vous pousse en quelque sorte à satisfaire un besoin et ce besoin, il est voulu. Attention, je le répète encore une fois, le marketing ne crée pas des besoins, absolument pas. Le marketing, il vous aide à stimuler en quelque sorte, si vous voulez, des désirs latents. Donc finalement, les besoins, ils existent, mais le marketing, il les suscite, il les stimule, il les met en valeur. D'accord? Et cette motivation, elle, si vous voulez, c'est quelque chose de subconscient qui est très difficile à mesurer, on le sait, mais il y a des analyses qui le font. Mais maintenant, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Mais de toutes les manières, elle existe. Il y a énormément de choses qui vous poussent à ne pas agir, et il y a aussi, si vous voulez, énormément de choses qui vous poussent à agir. Dans le sens du marketing, on va chercher beaucoup plus à augmenter ce qu'on appelle les motivations positives et à réduire ce qu'on appelle les motivations négatives, c'est-à-dire, en d'autres termes, ce qu'on appelle les freins, quelque chose qui vous pousse à ne pas agir, à ne pas, si vous voulez, faire quelque chose. Alors, par exemple, quand vous voyez, je ne sais pas, un spectacle des artistes ou je ne sais pas qui viennent de l'extérieur et qui montent un spectacle à Megarama ou je ne sais pas, dans un lieu, dans un hôtel 5 étoiles, etc. Beaucoup de gens ont une motivation négative, mais motivation de prix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens pour prendre une place à 3 000, 4 000, 5 000 dirhams. Ils n'ont pas les moyens. Donc, elle est négative. Dès le départ, ces personnes-là ne peuvent pas acquérir, et en plus, ils sont 2 ou 3 dans la famille. Imaginez quelqu'un qui rentre voir un spectacle à 15 000 dirhams, ils sont 3. C'est illogique dans certaines, si vous voulez, je dirais, une certaine mesure. D'autres personnes ont la motivation beaucoup plus élevée. Ils ont les moyens. Donc, la motivation prix n'existe pas. Au-delà de la motivation prix, vous pouvez avoir motivation d'expérience, motivation, si vous voulez, de culture, etc., etc. Donc, nous allons essayer de voir quelques éléments, si vous voulez, de cette motivation. Alors, déjà, la motivation, elle est liée à un besoin qui s'exprime selon le même type de classification, hein, tel que défini dans les étapes de comportement. C'est-à-dire, j'ai un besoin, normalement, si vous voulez, la recherche d'informations, parce que normalement, j'ai un problème à résoudre. Et la recherche ou la motivation de rechercher, ce n'est pas la même chose que la motivation de décider de prendre ou d'acheter un produit quelconque. Donc déjà, la motivation, elle suit les 5 étapes que je vous ai dit tout à l'heure, de la reconnaissance du problème jusqu'à l'évaluation après l'achat. Alors, pour augmenter les ventes, les entreprises, si vous voulez, incitent le consommateur à l'achat. Mais généralement, c'est à travers les marques qu'on va essayer de booster en quelque sorte cette motivation et renforcer chez le consommateur cette motivation d'achat à travers, si vous voulez, son subconscient. Mais il y a même des analyses d'hypnose, des analyses, si vous voulez, c'est pour ça qu'on fait des études de marché sur le consommateur, sur ses souhaits, sur ses désirs, sur ses motivations, etc., etc. Et on ne peut pas, si vous voulez, avancer
hein, dans notre production, par exemple, ou dans notre offre en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas les éléments de base concernant la motivation, si vous voulez, de nos clients, hein. Donc, je préfère parler du client que du consommateur. Alors, exemple, ça on l'a dit la dernière fois et je vous le dis encore parce que c'est important. La motivation principale pour l'achat d'un carburant, hein, pour une automobile, l'essence ou diesel, tout ce que vous voulez, c'est de se déplacer, remplir sa voiture pour se déplacer d'un endroit à un autre. Toutes les stations de service vendent de l'essence et du gasoil, etc., etc. Mais pourquoi un individu fait, si vous voulez, son plein uniquement chez Shell ou bien uniquement chez Africa? Eh bien, c'est parce que généralement, il a certains éléments de plus que quelqu'un d'autre. Il aime bien être l'espace, les couleurs, les cartes, je ne sais pas, l'aimabilité du personnel, les cadeaux que l'on donne, peut-être le café, peut-être dans certaines stations, il y a des mini-boutiques, il y a des fast-food, il y a beaucoup de choses. Il y a de la propreté tout simplement. Ou peut-être tout simplement, il a choisi une station plutôt qu'une autre parce que cette station, si vous voulez, euh, elle respecte l'environnement. Donc, vous voyez que la motivation, ce n'est pas ce qui est palpable, ce qu'on voit, ce que... Non, pas du tout. Elle peut être aussi quelque chose qui est personnel. Et là, on rentre, si vous voulez, dans le détail des différentes motivations. Bien. Alors, vous avez trois catégories de motivation. Ce qu'on appelle, c'est très simple de reconnaître, hein, et je vous inviterai plus tard, si vous voulez, quand on dans votre recherche, à chercher des exemples. C'est très important. Et des exemples qui vous concernent spécialement. Il ne faut pas se détacher. Hein, dites, non, je suis quelqu'un qui fait du marketing. Alors, je prends des exemples pour moi. Je regarde ce qui se passe pour moi. Alors, vous avez les motivations à caractère hédoniste. Les motivations hédonistes, je vais vous les détailler tout de suite, mais c'est très simple. Les motivations rationnelles ou utilitaires et les motivations éthiques. Il y a à peu près, si vous voulez, une dizaine de motivations d'achat. Une dizaine de motivations d'achat. Hein, donc, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais les trois principales et dans lesquelles on peut retrouver les 7 autres, c'est l'hédoniste, le rationnel et l'éthique. Et attention, l'esprit marketing, il doit être omniprésent chez vous. Maintenant, quand je dis motivation hédoniste, avec plaisir, etc., de ce qu'on consomme, de ce qu'on achète, imaginez ce que vous voyez comme publicité, communication, ce qu'on vous offre, si vous voulez, au niveau médiatique et qui vous pousse à avoir du plaisir à acheter quelque chose ou à consommer quelque chose. Bien. Alors, l'hédoniste, il s'agit des plaisirs qu'un individu attend de la consommation, de la possession ou de l'achat d'un produit. Mettez-vous à la place de cette personne et réfléchissez sur votre dernier achat, par exemple, que vous avez acheté par plaisir. Eh bien, ça, c'est la motivation hédoniste, par plaisir. Je ne vais pas vous poser des questions parce que c'est évident. Alors, par exemple, dans le domaine des produits alimentaires, le plaisir gustatif est l'une des motivations les plus importantes. Alors, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Bien. Dans le domaine gustatif, euh, le, vous connaissez tous un mood, certainement. Vous connaissez la pâtisserie un mood? Oui. Bien. Alors, il y a certaines personnes qui préfèrent acheter
un gâteau tous les 10 jours chez Hamoud, à 35 dirhams ou à 40 dirhams. Petit. Et il le mange par plaisir. Il n'achète pas de gâteau pendant une semaine. Il y en a d'autres qui préfèrent rentrer dans des boulangeries quotidiennement et acheter 5 gâteaux ou 7 gâteaux, hein, dans les 10 jours. Un gâteau jour. Mais ce n'est pas la même qualité. Ce n'est pas absolument pas, ou même au niveau santé, ce n'est pas les mêmes ingrédients. Donc, le plaisir ou la motivation chez le premier, c'est la qualité, c'est des produits sains, c'est l'endroit, c'est le service, etc. Mais chez l'autre, il ne voit absolument pas ça. Sa motivation, c'est beaucoup plus le sucre. Hein? Il prend un petit gâteau, fait chouette scar ou qarfa ou dakchi, et puis la crème, et voilà, il croit qu'il a bien mangé. Mais pas du tout. Donc, deux motivations complètement différentes. C'est pour cette raison-là que vous voyez. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez toujours? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, oui, monsieur. Ah, parce qu'il y a Oui, quelqu'un monsieur. qui voulait intervenir, il y a quelqu'un qui voulait intervenir, et puis, je ne sais pas, elle est partie. C'est pas grave. Alors, ça, c'est un élément fondamental au niveau de plaisir, la motivation plaisir. Ça veut dire l'hédoniste. Quand on parle de hédoniste, c'est plaisir. Dans le domaine de l'ameublement, c'est plutôt l'esthétique. Hein? Donc, il y a des gens qui préfèrent l'artisanat marocain. Il y en a d'autres qui préfèrent le moderne. Eh bien, chacune, si vous voulez, de l'artisanat ou le moderne, ben, il y a de l'esthétique. Et c'est un esprit. C'est le plaisir d'être dans une chambre où normalement, si vous voulez, vous avez de l'artisanat ou vous avez du moderne. Vous avez également l'exemple de Apple. Énormément de gens ont, si vous voulez, du matériel Apple. Et puis ensuite, ils achètent, bon, ils ont un ordinateur, un téléphone, une console, une montre, etc. et tout ça, parce que il y a un style de modernité, un style, si vous voulez, de technologie, de design, de couleur, etc. et tout ça. C'est le plaisir de posséder, si vous voulez, certains, je dirais, euh, du matériel moderne et du temps et actuel. D'accord. Donc, et même les couleurs chez Apple, si vous voulez, c'est complètement différent. Hein. Quand vous avez le sidéral, vous avez le chrome, vous avez le noir, vous avez. C'est vraiment magnifique pour certaines personnes. Et beaucoup plus, si vous voulez, le plaisir. Deuxième catégorie de motivation, vous avez ce qu'on appelle la motivation utilitaire ou rationnelle. Un individu peut être incité à acheter, utiliser ou consommer un produit parce qu'il pense que c'est important, c'est utile. Si vous voulez, quand on parle de l'utilité, c'est beaucoup plus la rationalité. Hein. Vous achetez ce qui est important. Hein. En ce moment, ce qui est important, si vous voulez, pendant la pandémie, chez la plupart des gens, c'est la vitamine C. Tout le monde pense que c'est utile. Pourquoi? Parce qu'elle peut booster, si vous voulez, l'immunité, etc. Mais on sait tous qu'à un certain niveau, même si vous prenez je ne sais pas, des boîtes de vitamine C, elle ne servira à rien parce que le corps, il prend ce qu'il en a vraiment besoin. Et puis le reste, c'est comme si il n'y a rien. Hein. Vous prenez de la vitamine C, mais elle ne servira à rien du tout. Mais être rationnel au niveau du comportement de la consommation de la vitamine C en ce moment-là, il faut qu'il y ait une prescription. Il faut qu'il y ait un conseil de votre médecin. C'est ça la rationalité. L'utilité, elle va dans ce sens-là. Mais tout au moins, il y a certaines personnes qui croient, qui sont très motivées que la vitamine C, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Je ne prends pas de vitamine C de chez la pharmacie,
mais je prends la vitamine C des fruits, des légumes, etc. et tout ça. Et il a fait toute une recherche et il commence à manger sain, c'est-à-dire à manger là où il y a beaucoup. Par exemple, on peut dire que la vitamine C, elle est dans le kiwi, elle est dans l'avocat. Alors, si vous prenez un kiwi ou un avocat tous les matins, c'est comme si vous aviez pris, c'est comme vous aviez pris un sachet de vitamine C. Voilà. Donc, l'utilité, la motivation, c'est l'utilité. Je vous ai mis le cas pour un automobiliste, pour une motivation fonctionnelle, à savoir la nécessité de se déplacer, hein, d'alimenter le moteur pour qu'il fonctionne. Si vous ne mettez pas d'essence, vous ne pouvez pas bouger. La santé, c'est la même chose, hein. Donc, vous avez des produits sains qui représentent une motivation rationnelle. Vous mangez bio, c'est peut-être préserver votre santé, etc. Donc, on a vu les motivations hédonistes, les motivations rationnelles. Et qu'est-ce que c'est que les motivations éthiques? C'est une catégorie de motivation. Oui. Ben écoute, pardon? Voilà, c'est ça. J'ai entendu l'environnement. Il y a le sang qui se coupe. Mais de toutes les manières, c'est exactement tout ce qui est durable, tout ce qui est environnement et tout ce qui Monsieur, est, si vous voulez, préservation de la nature. Oui, monsieur, est-ce que la motivation utilitaire, pardon? la motivation utilitaire, c'est la nécessité. On peut dire que c'est la nécessité. C'est la préservation de la nature. Par exemple, quand on parle d'éthique, euh, est-ce que votre maman ou bien la personne de votre maison, est-ce qu'elle trie, par exemple, les déchets? Est-ce que vous sortez tout, si vous voulez, votre poubelle dans des sachets en plastique hermétiques, enfin hermétiques, fermés? Est-ce qu'il n'y a pas dans vos déchets? C'est très grave, hein, parce que le jus, normalement, il ne doit pas exister. Donc, tout doit être sec, si vous voulez. Est-ce que vous nettoyez, si vous voulez, en commun, votre ruelle? Est-ce que vous respectez, par exemple, vos voisins et vous ne lavez pas vos balcons, hein, donc, et puis l'eau, il descend chez le voisin? Est-ce que vous arrivez à étendre votre linge d'une manière beaucoup plus discrète, non pas dans les balcons? Non, si vous voulez, ça c'est autre chose, hein. Donc, le boycottage ou le boycott, si vous voulez, de certains produits, c'est tout à fait autre chose. Mais là, si vous êtes motivé, hein, pour boycotter, c'est que vous êtes, je dirais, affecté par un certain, euh, comment on appelle ça, si vous voulez, euh, une action, hein, donc à la limite qui suit un mouvement. Mais ça, c'est tout à fait, ça peut être politique, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être culturel, ça peut être vos tendances, etc. Et tout ça, vos expériences. Mais là, on est dans la consommation. Vous ne pouvez pas consommer, si vous voulez, j'appellerais, moi, le boycott, c'est une motivation négative. Donc, motivation, pas qui pousse vraiment pour une cause, mais c'est une cause médiatisée. C'est tout à fait autre chose, hein. Le boycott, ça n'a jamais servi à quelque chose, à mon avis, hein. On verra. Vous pouvez, encore une fois, hein, donc vous pouvez mettre boycott, motivation, marketing. Et vous allez avoir des tas d'articles à lire pour tout cela. Mais là, on est tout simplement dans ce qui est, je dirais, naturel, écologique, euh, le bien-être, la santé, la citoyenneté, en quelque sorte, la propreté et, je dirais, la belle vie, en quelque sorte, hein. Donc, c'est tout simplement
Oui, à la protection de l'environnement. C'est une. Bon, je ne sais pas comment vous dire. Euh, quand on a enlevé les sachets, quand on a enlevé les sachets en plastique, là c'est un exemple éthique. Est-ce que l'économie verte, oui, non, pas forcément ça. Non, c'est tout à fait autre chose. Non, écoutez, restez tout simplement sur ce que j'appellerais moi euh, tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible, c'est vous achetez, on est sur la base, hein, donc des effets, des facteurs psychologiques, la motivation éthique. Vous achetez quelque chose parce que vous jugez que vous faites un bien à l'humanité, à vous-même, à la nature, tout simplement. Par exemple, par- oui, je vous écoute. Exactement. Là, vous prenez un pins et vous croyez que les 10 dirhams que vous donnez, ils vont construire un hôpital. Ou bien, ils vont sauver 100 000 élèves, hein, donc ce qu'on appelle Hadr al-Madrasi. مثلاً. Donc, vous donnez 10 dirhams et vous participez au développement, en quelque sorte, social. Euh, vous êtes dans une association, vous payez une cotisation. Et quand vous payez la cotisation, le responsable de l'association, il va vous dire, par exemple, qu'on a, je ne sais pas, sauvé la vie de 50 bébés grâce à vos cotisations. On a construit une école, on a construit des toilettes pour des écoles dans un douar, etc., etc. Mais c'est grâce à ce que vous avez donné. Donc, vous étiez motivé à caractère éthique. Voilà, c'est ça l'éthique. C'est la justice, c'est l'égalité, c'est le bien-être de l'autre. Mais restons, C'est ben, l'intégrité. il y a énormément d'exemples, il y a énormément, si vous voulez, de cas que vous pouvez retrouver d'une manière éthique. Encore une fois, vous mettez motivation éthique plus comportement d'achat et vous allez avoir encore des articles à lire et des exemples. Vous pouvez ajouter encore un plus exemple ou là, cas d'entreprise. D'accord? Euh, je vais vous donner un exemple simple à motivation éthique. Vous connaissez tous l'OCP. Monsieur, L'OCP, l'OCP dans son Oui, siège à côté de votre faculté. À côté, il y a quelqu'un qui a activé son. Voilà. Vous désactivez les micros de temps en temps, s'il vous plaît. Il y a monsieur, l'OCP, il y a monsieur, s'il un vous plaît, une étage. petite question. Attendez, je termine ce que tu es en train de dire. Alors, D'accord. il y a il y a un étage à l'OCP qui est dédié aux associations et aux coopératives. Il y a 123 personnes au siège de l'OSSP qui travaillent uniquement dans le cadre associatif, qui aident les femmes dans les coopératives, qui font les développements dans certaines villes, etc., etc., et qui aident les jeunes entrepreneurs à monter leur entreprise et tout ce que vous voulez. Et ça, c'est social. C'est une motivation éthique de l'OCP. Oui, je vous écoute, vous pouvez poser une question tout à l'heure. Oui, monsieur, je voulais juste savoir, est-ce que ces motivations viennent de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous influencent? Oui. Allez-y, répétez. À elle, tout d'abord.
D'accord. Alors, je voulais dire, est-ce que ces motivations, ça s'apprend ou bien ils sont innés? Non, Autrement dit, est-ce qu'il vient de l'extérieur ou bien c'est quelque chose que nous sentons? ce sont des motivations personnelles. D'accord? Et ce D'accord. Il sont, n'y a pas ce d'influence sont- à l'extérieur. non, ce sont des motivations personnelles. Et c'est c'est tout à fait normal que on peut retrouver certaines, si vous voulez, motivations à travers, si vous voulez, votre relation avec d'autres personnes. C'est une Mais initiation. ça reste personnel. Voilà, ça reste personnel. Si vous êtes ami avec quelqu'un qui est dans l'associative, vous aurez beaucoup plus de chances, hein, si vous trouvez que c'est important, à être dans le même domaine. Mais c'est personnel, c'est votre motivation. C'est pas quelqu'un qui vous a, si vous voulez, poussé à faire quelque chose. Euh, la motivation, si vous voulez, éthique, par exemple, au-delà de ce qu'on sait, donc je sors maintenant du domaine marketing, prenons Salah. Hein, donc, Salah. Il y a énormément de gens qui peuvent vous dire, mais il y a des gens qui ne le font pas. ما كيمشوش للجامع mais ils sont musulmans كيعطيو كثر من هذا كاع اللي كيمشي للجامع من قضيه الاحسان وقضيه الخير وقضيه اكسترا mais tant que personnellement il n'est pas motivé que la prière ou la salade va lui rendre énormément de service, ben, il ne va pas la faire même si vous le conseillez. Eh ben, il faut qu'il soit motivé d'une manière personnelle pour qu'il le fasse. وحده غادي يمشي un jour غادي يمشي للجامع ويصلي etc. et tout ça. Enfin, ça c'est un autre exemple, si vous voulez, de. Alors, on a dit motivation hédoniste, Mais monsieur, est-ce qu'on peut motivation influencer à rationnelle et travers motivation. le marketing social? Pardon? Monsieur, est-ce que si on a bien adopté le marketing social, est-ce qu'on peut influencer sur ses motivations personnelles? Certainement. Mais c'est votre rôle en tant que marketeur. Tout ce qui, par exemple, maintenant vous touchez à un autre domaine qui est le marketing social. Mais il y a certaines personnes, hein, donc pour eux, la prévention routière, c'est très important. Quand je vous projette une image d'accident et du sang partout, etc., et tout ça, et je vous dis la vitesse tue, eh ben, c'est de la prévention sociale. Donc, j'essaie de booster en quelque sorte vos motivations, si vous voulez, vos motivations pour ne pas justement faire de la vitesse et pour ne pas avoir des problèmes comme, si vous voulez, ce que vous voyez dans les images. Donc, j'utilise de la communication. Enfin, on verra. Alors là, vous avez un petit exemple. Vous avez des produits Simplicity de Philips. Vous avez Axe, bon, vous le connaissez, le déodorant. Vous avez le Jardiland, c'est comme bricolage, c'est le jardinage, etc. Areva, c'est de l'énergie comme la Nidec. But, c'est comme Margène, le juste prix. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et de Body Shop, c'est de la nature, etc. Et, tout ça. Et on vous dit, ces slogans que vous voyez là, est-ce que ce sont des motivations hédonistes, rationnelles, éthiques? Si je prends par exemple but, le juste prix, par exemple, Margène, j'y vais, j'y gagne. Rationnel. Utilitaire. Rationnel. Rationnel. C'est rationnel, c'est rationnel. Exactement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on commence à comprendre, c'est quelque chose, etc. C'est clair. Il n'y a pas de choses. Si je prends par exemple la nature en bas de Body Shop. Éthique. L'éthique. Éthique. Hédoniste. Voilà. Éthique, etc. Hédoniste. Éthique. C'est
Non, c'est éthique. Éthique. Voilà. Là, vous avez les réponses. Mais c'est Donc, vous pourquoi voyez, le body shop et vous avez des éléments qui, normalement, peuvent être légèrement éthiques, légèrement rationnels. Quelques exemples. Mais là, vous êtes dans pratiquement plus de 50%. Si je prends, je ne sais pas, si je prends par exemple le jardinage, si vous n'avez pas du plaisir à faire du jardinage, vous n'allez absolument pas, si vous voulez, faire pousser vos idées de plantes. On ne parle pas d'autres idées. Donc c'est pour ça que c'est hédoniste. Si vous prenez par exemple, Areva, l'énergie du sang au sens propre, eh ben, c'est la nature, c'est l'éthique, c'est la motivation. Mais attention, si je ne suis, par exemple, je vais vous dire, Marjane, c'est comme but, hein, c'est la même chose. Si je vous dis que c'est de l'arnaque, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre des freins à vos motivations rationnelles. Motivation négative. Donc ça veut dire, voilà, ça veut dire que je vais vous dire, attention, alors j'y vais, je ne gagne absolument rien du tout. C'est de l'arnaque, on augmente les prix, on vous fait acheter des choses de mauvaise qualité, etc., etc. Et là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est évident. Alors, j'avance, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, oui, je vous écoute. Le snatch. Je n'ai pas entendu. Attention, attention. C'est encore quelque chose de très important que vous allez connaître par vous-même plus tard. Les motivations, c'est en fonction du segment. Ce n'est pas une motivation générale pour tout le monde. Si vous voulez, un slogan, il est destiné à un segment. Et ce segment, c'est tout simplement un échantillon de clients. Ce n'est pas les mêmes clients. Donc, je peux vous envoyer une publicité. D'ailleurs, je l'ai mis dans un des slides. Il y a certaines personnes maintenant qui naviguent sur un site. Moi, à un certain moment, je ne vois plus de coquilles ni de publicité. Parce que j'ai dépassé, j'ai une motivation beaucoup plus importante à voir ou à étudier, etc. Donc, les publicités, ça passe, mais je ne fais même pas attention. Et il y en a d'autres personnes qui, en principe, accrochent à cette publicité, ou qui ils cliquent, ou qui radine, etc. et tout ça. Bah, parce qu'on est deux segments différents. Donc, tout ce que nous étudierons, c'est en fonction d'une catégorie de clientèle bien définie. C'est ce qu'on appelle le segment. C'est ce qu'on appellera dans la stratégie, si vous voulez, la cible. Bien. Alors, donc, ce sont des choses que je vous invite, si vous voulez, à chercher par vous-même. C'est intéressant de réfléchir de cette manière-là, mais c'est très important et ce sont des questions. Là, l'exemple de Volkswagen, vous le notez, c'est très intéressant. Très intéressant. Donc, vous voyez deux publicités différentes. Oui. J'ai pas entendu. La motivation rationnelle, c'est la motivation, si vous voulez, qui émane de la raison. Ça veut dire que c'est quelque chose de logique. Hein. Ce n'est pas بالنسبة لي أنا مثلا je ne peux pas, ça va vous paraître bizarre,
payer 65 dirhams pour rentrer à Megarama, voir un film, acheter un popcorn, du popcorn et acheter un coca pour mon fils, par exemple, et puis ça va être 120 dirhams pour 1 heure, pour un film que je juge, si vous voulez, pas intéressant. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu cher par rapport à un Marocain moyen. 65 dirhams ou 70 dirhams pour un ticket pour un film qu'on appelle des navets. Bien. Par contre, si vous voulez, au niveau de la raison, donc je peux payer 300 dirhams pour un spectacle, pour une, je ne sais pas, pièce de théâtre, je peux payer à mon fils, je ne sais pas, il va aller à Megarama voir, je ne sais pas, un humoriste, parce que je juge que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est ma raison à moi, la logique. C'est ça le rationnel. D'accord? Donc, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas rationnel, c'est pas de la raison. Donc, c'est quelque chose de. D'autres personnes préfèrent aller chercher un CD ou une clé USB ou avec un film, 2 films, regarder ça à la maison tranquillement avec 10 dirhams, 5 dirhams. Et tout le monde peut regarder ce film. Donc, vous voyez, ou télécharger, ou tout ce que vous voulez. Donc, la raison, c'est, si vous voulez, le rationnel. C'est la logique, c'est le rationnel. Le plaisir, c'est autre chose. Vous pouvez dépenser énormément d'argent par plaisir, parce que ça vous fait plaisir. Par exemple, vous pouvez aller voir un film, même à 100 dirhams, 150 dirhams, parce que vous avez lu le livre de l'histoire, et vous l'avez lu, ça vous a plu, et vous comment ils l'ont mis en scène. Eh bien, c'est un plaisir. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout l'action, qui n'aiment pas voir le sang, la guerre, les kalachnikovs, etc. Mais il y en a d'autres qui adorent ça. Là, c'est le plaisir. Mais tous les deux vont payer le même prix. Bon, il vaut mieux que je continue parce qu'il faut que je finisse cette séance. Il y en a encore beaucoup de choses à voir. Alors, la perception maintenant. D'accord? Donc, on a vu la motivation. Le deuxième point, c'est la perception. C'est le processus à travers lequel un individu sélectionne, organise et interprète les informations qu'il a reçues. D'accord? Donc, c'est sa perception à lui. Vous pouvez voir, si vous voulez, du positif. Vous pouvez voir que du positif dans votre perception, et moi, je peux voir que du négatif. Voilà. Donc, c'est à vous, si vous voulez, c'est une situation à un moment donné pour décider de si et comment la personne va agir. Donc, ce sont des signes qui vont me montrer si vous êtes intéressé ou pas. Alors, selon les expériences, les croyances, les caractères personnels, l'individu aura une perception différente de quelqu'un d'autre. Donc, c'est votre conviction, c'est ce que vous ressentez. Et nous avons 3 types de, si vous voulez, perception. L'attention sélective, la distorsion sélective et la rétention sélective. C'est très simple à connaître. Je vais aller un peu plus vite. Et quand vous lisez, si vous voulez, tranquillement chez vous, les slides, nous pourrons peut-être prendre quelques minutes jeudi prochain pour vous expliquer quelques détails. Mais c'est très simple, donc ça ne pose aucun problème. Alors, si je prends la sélective, l'attention sélective, l'individu concentre son attention uniquement sur quelques détails. Il sélectionne. D'accord? Par exemple, un individu qui s'ennuie pendant un trajet sera beaucoup plus attentif à une nouvelle publicité et qui sera affichée. Il est
tellement ennuyé, mais les qui chauffe, qu'il y a une publicité, il ouvre son, si vous voulez, téléphone portable, et puis il voit quelque chose, il se concentre sur ce petit élément. Donc, sa perception, elle est, si vous voulez, avec une attention sélective. Il sélectionne un seul élément qui est pas fait. Donc, ce n'est pas quelqu'un de généraliste, mais quelqu'un de, il a une perception sélective. Une entreprise, quand elle a des clients de ce genre-là, ben, elle leur envoie des informations aussi pertinentes et très sélectives par rapport au champ, si vous voulez, d'intérêt de cette personne. Alors, l'attention sélective, si vous voulez, elle touche aussi certains stimulus en lien avec le besoin, effectivement. Maintenant, si je m'intéresse aux étudiants, je sais que la chose la plus importante pour eux maintenant, c'est leur semestre, c'est leur module. Vous prenez quelqu'un en droit privé, ce n'est pas quelqu'un en gestion ou en économie-gestion. Donc lui, son attention sélective, elle est peut-être sur un module. Il en a 6, mais un module. Alors, si moi, je suis quelqu'un qui va s'intéresser, si vous voulez, au droit, eh ben, je vais essayer de voir ces personnes-là et leur offrir un petit livre où, normalement, la plupart, leur attention ou leur perception, c'est uniquement pour ce module et non pas pour les 5 autres. Donc, j'essaie, si vous voulez, de trouver la faille et puis de travailler d'une manière marketing uniquement sur cet élément-là. Mais croyez-moi, c'est difficile. Donc, il vous faut une observation, des données, des big data, si vous voulez, des analyses. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut... Pardon? Votre micro ne marche pas bien. Est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire? Bien sûr. Je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez donner votre nom à des spécialistes, ils vous donneront une vingtaine de pages sur ce que vous êtes. Et en peu de temps. Sur ce que vous aimez, sur vos amis, sur comment vous sortez, qu'est-ce que vous achetez, quel est même votre argent de poche. Parce qu'un jour, vous l'avez dit à quelqu'un, ou vous l'avez envoyé à quelqu'un par WhatsApp, voilà combien j'ai d'argent de poche par semaine ou par mois, et bien ça fait, elle est dans votre historique. N'importe qui maintenant peut avoir ça avec les big data, ça ne pose aucun problème. Alors, imaginez ce que les entreprises peuvent faire avec cela. Alors, là, un exemple simple. Un consommateur souhaitant acheter une nouvelle voiture fera plus attention aux publicités des constructeurs, tandis qu'il négligera celles pour les ordinateurs. Ça ne l'intéresse plus. Il a sélectionné dans son esprit achat d'une voiture. Donc, c'est que les voitures qui vont venir, jusqu'à ce qu'il achète son produit. Et puis après, on verra. Vous avez toujours dans l'attention sélective, si vous voulez, des individus qui sont attentifs, mais pas de la même manière que les premiers. D'accord? Donc, ils cherchent une petite, je dirais, le détail qui va en principe différencier le produit d'un autre. Et leur perception à eux, elle est sélective, mais avec une valeur ou unique proposition, si vous voulez, quelque chose d'unique. Donc, il ne peut pas avoir autre chose que cela. Quelqu'un qui est dans cette, si vous voulez, qui veut acheter par exemple un réfrigérateur, il y en a quelqu'un qui peut faire 30, 50 magasins, comparer, étudier, regarder, etc. Il est dans cette sélection.
Parce que pour lui, il y a un détail que nous ne connaissons pas, que lui cherche. C'est ce qu'on appelle l'unique proposition, si vous voulez, valeur de proposition d'achat. Mais une autre personne, elle peut avoir une attention sélective rapide. Ça veut dire pour lui, c'est le prix. C'est tout. Il cherche un bas prix avec une qualité raisonnable. Eh bien, quand vous, en tant qu'entreprise, vous étudiez cette perception et son intégration dans le processus d'achat du consommateur, eh bien, vous êtes censé chercher les croyances, la culture, la formation, le bricolage, comment cette personne se comporte dans la vie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Un autre exemple, si vous voulez, de nombreux internautes ne font plus du tout attention de manière inconsciente aux publicités. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon cas. Donc, je ne fais absolument plus attention parce que je suis très, si vous voulez, sélective sur mon travail, sur ce que je fais, sur mon article, sur ma page, ou bien sur, je ne sais pas, mes comptes bancaires ou tout ce que vous voulez. Mais les publicités, même si elles défilent, je ne vois plus rien du tout. Alors, vous avez la distorsion sélective. Maintenant, votre mémoire, elle, si vous voulez, je dirais, elle ne sélectionne pas un seul élément, mais dans de nombreuses situations, deux individus n'interpréteront pas de la même manière un stimulus. Ça veut dire que je vous donne l'information et vous êtes deux amis et chacun va avoir, si vous voulez, une perception différente. Chaque individu aura une perception en fonction de ses connaissances. Vous êtes avec un ami ou une amie, vous regardez un documentaire et quand vous terminez, chacun a une, je dirais, interprétation différente. Elle lâche. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la distorsion sélective. Ça veut dire que la perception que vous avez, elle dépend de vos expériences, de votre lecture, de votre état d'esprit, et parfois même de la situation, hein, des attitudes, etc. Et tout ça. Et les attitudes, nous allons voir, c'est le subconscient. Oui, je vous écoute. Bien sûr, bien sûr. Peuvent changer votre interprétation des choses. Voilà. Donc, si il y a énormément de choses qui rentrent pour ce que j'appelle, moi, la déformation, en quelque sorte, si vous voulez, de la sélection que vous avez au départ. Toujours dans la distorsion, pour les marques, cela signifie, les marques maintenant, on est en marketing, cela signifie que le message qu'elles communiquent ne sera jamais perçu exactement de la même manière. Voilà, c'est ça. Donc, on lance une communication, mais elle ne va pas être perçue de la même manière chez, si vous voulez, deux individus, parce qu'ils sont dans deux segments différents. Hein. Et c'est pour cette raison-là, hein, donc je l'ai ajouté, on est obligé de faire beaucoup d'études pour comprendre les choses. De la même manière, hein, donc, au niveau offre de l'entreprise, les consommateurs, si vous voulez, auront tendance à apprécier encore moins un produit qui vient d'une marque pour laquelle ils ont une perception négative. Là, je rejoins les freins que je vous ai expliqués tout à l'heure. Si j'ai de mauvaises expériences par rapport à un produit, la distorsion sélective, elle va être négative dans ce cas-là. Elle va introduire à une perception négative et je n'achèterai pas le produit. Je vous inviterai encore une fois à rechercher, si vous voulez, certains exemples dans ce sens-là. 3, donc vous avez la rétention sélective. Et là, vous allez le retenir par un simple mot, c'est, si vous voulez, le temps
qu'il vous faut pour garder en quelque sorte cette information dans votre esprit. Voilà. Donc, ça veut dire, si les gens ne retiennent pas l'ensemble des informations auxquelles ils sont soumis, la rétention sélective désigne que ce que l'individu va retenir durablement, ce que vous allez retenir, la rétention, elle vient du mot retenir. Il y a certaines personnes qui ne retiennent pas beaucoup de choses, mais il y en a d'autres qui retiennent soit à long terme, soit à court terme, et ils n'oublieront jamais. Moi, j'ai des amis, hein, donc ils commencent à me raconter des histoires avec des détails mais impressionnants. Et quand je leur dis, ça s'est passé quand? Et ils me disent, bah, dans les années 80. Ça veut dire qu'ils, si vous voulez, eux, ils voient la scène et ils vous la racontent. Anna, je suis incapable, maintenant, de vous dire, par exemple, quand j'étais au baccalauréat, je connais quelqu'un qui a معايا. Si vous me dites, rappelez-vous de votre proviseur, parce que j'ai fait mes études à Mohamed Khamis, rappelez-vous de votre proviseur de 1982, moi je ne le connais absolument pas du tout. Mais il y a certains camarades hein, qui vivent actuellement aussi et qui ont fait, si vous voulez, ces années de lycée avec moi et qui se rappellent même du visage hein, du directeur, du proviseur, etc. Et tout ça. Moi, je pas du tout. Ni leur nom, ni leur visage, ni rien du tout. Donc, moi, ma rétention sélective, elle est pas du tout très importante. Donc, certains producteurs ou entreprises ou marques, elles doivent, si vous voulez, m'étudier à part. C'est pour ça que, selon la perception des individus, vous avez des études complètement différentes. Alors, la rétention sélective est aussi ce qui explique pourquoi les marques et les publicitaires utilisent tant la répétition. C'est pour ça qu'un slogan, hein, donc vous les avez certainement vus, hein, je prends l'exemple de l'immobilier, etc., hein, que nous voyons pendant le mois de Ramadan, eh ben, on vous matraque par des publicités, donc, et surtout au moment d'Iftar, et même après, eh ben, parce que la rétention sélective, si vous voulez, elle est pas au top. Et certaines personnes, il faut qu'ils voient ça, hein, donc énormément de fois, pour que leur esprit retienne cette information. Et c'est ce qu'on appelle le top of mind, hein, donc à ce niveau-là. Troisième élément, donc la motivation, on a vu la motivation, la perception, maintenant l'apprentissage. C'est quoi l'apprentissage? Ce sont, si vous voulez, les modifications intervenues dans le comportement d'une personne à la suite de ses expériences. C'est ce qu'il apprend. Vous avez l'apprentissage conduit à une modification durable du comportement. Lorsqu'il s'agit aussi, un individu se trouve soumis aux effets directs, hein, dans ce que vous voyez. Et un exemple, un consommateur qui acquiert une imprimante, hein, de la même marque que son ordinateur, en se disant que puisque l'ordinateur était bon, l'imprimante, elle le sera aussi. Donc, c'est votre apprentissage de consommer, d'utiliser un produit. Vous dites, tiens, j'ai la même marque, donc finalement, j'ai confiance en cette marque, donc je prendrai la même chose. Eh bien, on le met aussi dans, si vous voulez, l'étude du comportement du consommateur. Quatrième élément, c'est la mémoire. Et la mémoire, si vous voulez, c'est elle qui va retenir cette information. Et elle est très importante dans le comportement du consommateur. Et on va essayer de comprendre, si vous voulez, à travers cette mémoire, comment les consommateurs futurs vont se comporter et comment ils vont mémoriser en quelque sorte tout ce qu'on va leur donner, hein, comme information.
Alors, quand on parle de mémoire, là encore, vous avez des éléments au niveau théorique à apprendre ou simplement à être au courant de ces éléments-là. Vous avez le codage, le stockage et la récupération de l'information. Pour chaque, si vous voulez, individu, il faut qu'il y ait, bon, je les rappelle, codage, stockage et la récupération de l'information. Imaginez que chaque tête d'un consommateur ou d'un client est une boîte où vous allez coder certains éléments, les stocker et les récupérer quand vous voulez. Eh bien, une entreprise, elle va faire en sorte la même manière à travers, si vous voulez, les informations qu'elle vous fournit, soit à travers la communication, soit à travers les sites web, soit à travers les SMS, etc., qu'elle vous envoie, soit à travers le packaging, c'est-à-dire l'emballage des produits, et ce que vous lisez au niveau, si vous voulez, des produits que vous achetez. Là, vous avez, si vous voulez, concernant la mémoire, il y a encore 3 types. Donc, je ne donne pas beaucoup, donc il y a à chaque fois 3 pour que vous arriviez à les comprendre. Et ces 3 types, c'est pour stocker en quelque sorte ces informations. Tout à l'heure, on a parlé du marketing social. Au niveau de la mémoire, on parle de la marketing, par exemple, sensoriel, c'est-à-dire les 5 sens. Votre mémoire, à travers les 5 sens, l'odorat, si vous voulez, le toucher, la vue, etc., elle vous pousse à mémoriser quelque chose concernant certains produits. Donc, l'information, si vous voulez, ici, elle devient automatique. Alors, un seul exemple vous donnera cette mémoire. Enfin, si vous voulez, la définition de ceci. Pensez à Jemaa el-Fna. Quand vous allez à Jemaa el-Fna, il y a des odeurs, il y a ce que vous entendez comme musique, vous touchez les produits, il y a une vue, et il y a énormément d'ambiance, etc. et tout ça. Eh bien, parfois, quand je parle de Jemaa el-Fna, moi, je sens les odeurs de certaines épices, etc. et tout ça. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une mémoire stockée, si vous voulez, enfin, des informations stockées dans mes mémoires. Donc, maintenant, quand j'entends, je sais pas, Ria Tolashi Wahad, eh ben, ce sont les Ria, etc., de Jemaa el-Fna, les Kijouni Farasi. Quand je vois un jus d'orange, pour moi, c'est Jemaa el-Fna. Donc, jus d'orange, les petites, si vous voulez, carrosses où on vendait tout cela. Et surtout, quand j'entends le bruit. Donc, ça, c'est quelque chose de... Alors maintenant, si certains individus qui ont cette mémoire sensorielle, donc ces éléments sensoriels, et qui stockent certaines informations selon, si vous voulez, cette mémoire-là, eh bien, les entreprises, elles vont jouer sur tout cela. Maintenant, reste le court terme et le long terme. Alors, juste après la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, qui permet d'enregistrer pendant une période courte. Et vous avez la mémoire à long terme, qui enregistre pendant une longue période. Alors, par exemple, c'est la mémoire que l'on utilise, par exemple, pour retenir les numéros de voiture, de siège, etc. Et tout ça, c'est quelque chose de rapide. Donc, vous retenez. Il y a certaines personnes qui ont cette capacité. Eh bien, une entreprise, elle doit étudier le comportement d'un individu selon cette mémoire. Est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est, si vous voulez, longue. Long terme, c'est quand vous retenez beaucoup plus longtemps. Il y a certaines personnes, maintenant, ils lisent 2 fois une page, ils peuvent vous la réciter. Il y en a d'autres qui peuvent lire une page 20 fois et ils ne peuvent même pas vous réciter l'essentiel. Pourquoi? Parce que leur mémoire, elle est dispersée. Il est en train de lire tout en pensant à autre chose.
Eh bien, imaginez, dans les études au niveau marketing, les entreprises ont étudié tout cela. Et quand ils l'étudient, eh bien, ils savent comment normalement se comporter avec les consommateurs. Alors, une remarque. Oui, écoutez, encore une fois, à chaque fois quand vous me demandez quelque chose, c'est quelque chose de particulier. Là, c'est ce qu'on appelle la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, qui existe. Et bon, je vais le noter encore une fois. Alors, à part là, je vais peut-être vous envoyer des liens vidéo et des documentaires. Il y a un documentaire que je vous inviterai peut-être à voir. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans votre cerveau pour que vous consommiez. Un bouton. Ça veut dire que et j'appuie et vous allez consommer. Et c'est tout ça. Il y a même, je l'ai dit tout à l'heure, l'hypnose. On peut hypnotiser quelqu'un et puis il va consommer sans problème. Donc c'est comme, si vous voulez, et là, c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle qui entre en jeu. Donc on a tellement étudié l'être humain et on sait très bien maintenant ce qu'il consomme, comment, de quelle manière, quels sont les différents moments, etc. Et tout ça, donc ça pose aucun problème parce qu'on a étudié sa mémoire. Donc ça pose aucun problème. Et là, si vous voulez, la technologie est liée pour beaucoup de choses. Alors, cinquième, ce sont les attitudes. Alors, regardez les attitudes Finkelin et le conscient. Le conscient, c'est votre comportement, c'est vos opinions. Mais quand je parle de l'attitude, c'est l'inconscient, c'est le subconscient, si vous voulez. Et les motivations, ils rentrent là aussi. Tout ce que nous avons dit, c'est là. Mais une attitude, si vous voulez, c'est l'ensemble de vos croyances, expériences, tout ce que vous avez vécu, etc., qui va vous pousser à faire autre chose. Et là, vous avez, si vous voulez, la séparation. Je vous inviterai à lire ça sérieusement, parce que je vais arriver à un exemple pour la fin de la séance. Dans les attitudes, tout est détaillé. Vous avez le faire savoir, le faire aimer et le faire agir. Vous pouvez même imaginer des exemples pour mieux comprendre tout cela. D'accord? Regardez, le cognitif, c'est toute la connaissance que vous avez sur un produit, une marque. C'est la prise de conscience de l'existence du produit, c'est la communication, c'est tout ce que vous connaissez sur le produit. L'affectif, c'est l'hédoniste, c'est l'attrait du produit à la marque, c'est l'image, c'est le plaisir, c'est les références, si vous voulez, au-delà de la connaissance. Et le conatif, c'est votre conviction, hein, c'est votre tendance d'agir. Trois éléments fondamentaux, dans l'étude des attitudes, si vous voulez, d'un comportement d'un individu. Et à chaque fois, quand je suis dans un stade, j'ai beaucoup d'études à faire par rapport au produit ou par rapport au service. Alors, si je prends les croyances, ce sont les éléments de connaissance factuelle à propos des objets considérés que vous connaissez. Si on a le même produit devant nous, on peut avoir deux, si vous voulez, au niveau de connaissance, parce que vous êtes, si vous voulez, bien documenté sur le produit et pas moi. Donc, ce sont des connaissances. Si, par exemple, maintenant, je vous demande de me parler de l'hébreu. Voilà, l'hébreu. Eh ben, c'est énormément de connaissances. Si vous n'avez pas d'éléments
si vous n'avez pas regardé, si vous voulez, lu ou regardé des films, etc., vous ne comprenez pas ce que c'est que l'hébreu. Il y a certaines personnes maintenant, quand je leur dis, il y a combien de langues berbères au Maroc? Eh ben, il faut définir déjà ce que c'est que berbère. Eh ben, ce sont des connaissances. Ce sont eh ben, là, écoutez, maintenant, si je vous dis euh, Tifinagh, c'est quoi Tifinagh? L'alphabet. Et c'est quel alphabet? De quelle région? Donc, vous avez le logo de l'université Hassan II. Et le logo de l'université Hassan II, nous avons mis le Tifinagh aussi. Maintenant, vous voyez que le français et arabe. Et le Tifinagh, il existe dans le logo de base. Hein, nous l'avons effectivement mis. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lire, qui ne comprennent pas que c'est l'université Hassan II. Parce que c'est le Tifinagh. Donc, le Tifinagh, ce n'est pas le berbère, c'est une langue. Eh bien justement, mais les berbères, vous avez les berbères du Rif, les berbères de Tseroudent, les berbères Maartfin Kenin Tani Fok, etc. Ah, moi, je ne connais rien, mais je ne connais rien du tout. Moi, j'utilise, si vous voulez, le berbère, hein, donc à 2 ou 3 mots. وما كنعرفهم كاع من جايين ملي كنت كنمشي عند مول الحانوت c'est tout. Hein, donc هذيك اورو ولا اغروم ولا je ne sais pas quoi, c'est tout. Mais combien je dirais ce sont les berbères qui montent le nord ou l'ouest ou l'est et qui étudient l'arabe. Et jamais un arabe qui n'a étudié le berbère. C'est très rare. Pourquoi? Parce que c'est des croyances, parce que les gens croient que le berbère, ce n'est pas une langue qui va normalement vous permettre de faire du business, pas du business, d'avancer, de je ne sais pas quoi. Mais il y a des gens qui croient aux racines, qui croient à la citoyenneté, qui croient à la marocanité, qui croient à l'histoire, et qui ils vont même étudier des livres et des livres édités en berbère. Et bien là, ce sont des connaissances qu'on rajoute. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voyez au niveau des slogans publicitaires au Maroc? Ben, vous voyez la Derija, l'Arabia, le Francia, mais vous ne voyez pas le berbère. Dans certains slogans, si vous voulez, c'est rare, on voit quelque chose qui est écrit ou bien dit, ou bien sauf dans certaines stations radio berbères. Et bien, parce que normalement, l'attitude du comportement où le consommateur, si vous voulez, se voit, donc c'est beaucoup plus français, arabe, derija, c'est tout, là, les deux langues. Enfin, vous regardez tout cela et on en parlera. Les attitudes, sentiments ou éléments affectifs, la tendance à agir ou éléments conatifs. Donc, ce sont les 3. Hein. Donc, vous avez tout ce qui est cognitif, conatif, sentimental. Alors, j'arriverai à... Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Bien sûr. Oui, monsieur. Jean-Paul Gaultier. D'accord? Alors, c'est monsieur Jean-Paul Gaultier. Voilà. Exactement. De luxe. Disons le luxe, et puis c'est tout, la mode, etc. et tout ça. Alors, ce monsieur, la sécurité routière l'a utilisé pour ce slogan. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Il parlait de quoi? Du gilet. Le gilet. Voilà, du gilet. Du gilet. Exactement. Alors, imaginez maintenant, moi c'est ce que j'aimerais que vous fassiez pour vous prenez n'importe quelle publicité, essayez de la faire de cette manière-là.
pour comprendre la séance que nous avons fait. Alors, regardez. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, etc. Le slogan, tout cela, hein, ça peut vous sauver la vie, montre tous les défauts, mais aussi la qualité du gilet jaune. C'est du plastique, c'est de je ne sais pas quoi, etc. Défaut du tissu, défaut de je ne sais pas, c'est moche, mais les qualités du gilet jaune. D'accord? Ensuite, vous avez le costume sous le gilet jaune, montre que même si cela ne va pas ensemble, il faut le mettre. Donc, vous voyez ce que ce monsieur porte. Et on n'a pas pensé uniquement à ce que ce monsieur porte, mais ce qu'il est, lui. Déjà, il est dans le luxe, etc. et tout ça. Et nous avons mis, enfin, ils ont mis en bas, si vous voulez, gilet et triangle deviennent obligatoires dans chaque véhicule. Équipez-vous dès maintenant. Voilà, c'est écrit. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Bien. Alors maintenant, troisième chose, si je prends la même et je vais essayer de voir qu'est-ce qui est cognitif, qu'est-ce qui est affectif et qu'est-ce qui est conatif. Vous allez les remarquer par vous-même. L'objectif final de cette publicité relève du stade cognitif, faire savoir, connaître effectivement que ça existe et que le gilet peut sauver certaines vies. Le stade affectif, il faut aimer ce qu'on voit. C'est comme les gens qui aiment le luxe, la mode, la notoriété, etc. Il faut aimer la vie. Le stade cognitif, eh bien, il faut agir, il faut en parler. Et il faut dire aux gens, effectivement, le triangle et le gilet, il faut les mettre dans votre voiture. Et cette publicité, elle est en séquence. Hein. Vous avez le cognitif, l'affectif. Voilà. Vous avez le cognitif, l'affectif, de l'affectif au cognitif, au conatif, et de l'affectif au conatif et cognitif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, si vous voulez, pardon, nous avons compris que effectivement, je vous transmets une connaissance, et cette connaissance, c'est avec plaisir que vous allez la prendre au niveau du sentimental, et vous allez la transmettre à d'autres personnes, et pour qu'il y ait de l'action. Eh bien, imaginez maintenant que cette publicité, ou si vous voulez, ces slogans, ont été étudiés parce que, justement, nous avons pris en compte, je reviens au début, nous avons pris en compte la perception, enfin la motivation, la perception, l'apprentissage, la mémoire, les attitudes, si vous voulez, des individus. Et je ne peux pas faire autre chose, si vous voulez, que comprendre en quelque sorte, si vous voulez, l'utilité comment dirais-je, des slogans publicitaires qui vont me permettre, en quelque sorte, de comprendre le comportement d'un individu plutôt qu'un autre. Et c'est à ce stade-là que, en tant qu'entrepreneur, j'essaye, en quelque sorte, de comprendre mon client pour lui offrir toute l'offre, si vous voulez, de mon entreprise. Voilà, je vous remercie. Je vous envoie ce soir ces séances 4 et je vous dis bon appétit et puis à jeudi, Inch'Allah.